Il s'est passé quelque chose d'énorme aux Nations Unies. Un vote qui a littéralement coupé le monde en deux. Et ce n'est pas un vote anodin, loin de là. Il vient de rouvrir des blessures qui datent de plusieurs siècles. Du coup, ça nous met face à une question vertigineuse. Comment est-ce qu'on peut, et même est-ce qu'on doit, réparer un crime qui a été commis il y a 400 ans? Alors, regardons ces chiffres d'un peu plus près. Ça vient tout droit d'un vote historique à l'ONU. D'un côté, on a un bloc massif, 123 pays qui disent oui. En face, seulement 3 pays qui s'y opposent et une cinquantaine qui, en gros, ne se prononcent pas. Ce qu'on a là, ce n'est pas juste un graphique, c'est la photo finish d'une fracture mondiale sur l'un des crimes les plus sombres de notre histoire. Et c'est ça la vraie question, non? Comment un crime aussi ancien peut-il encore créer une telle division aujourd'hui, en ce moment même? Pour comprendre ça, il faut aller bien au-delà de ce vote à l'ONU. Il faut faire un grand saut dans le passé, très très loin en arrière. Mais d'abord, un petit retour sur ce fameux vote. Parce que cette résolution, elle ne sort pas de nulle part. C'est le point culminant de décennies de lutte et elle met en lumière des tensions géopolitiques qui sont, elles, bien réelles et très actuelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte concrètement? Eh bien, il est écrit noir sur blanc que la traite transatlantique des esclaves et l'esclavage qui en a découlé sont parmi les plus graves crimes contre l'humanité. Les mots sont pesés, ils sont forts, et c'est la toute première fois qu'une affirmation de cette ampleur est adoptée à ce niveau. Pour vraiment saisir l'intention derrière tout ça, le mieux, c'est d'écouter ceux qui l'ont proposée. Cette résolution a été portée par le Ghana, au nom de toute l'Union africaine. Et comme l'a dit le ministre ghanéen, le but n'est pas d'accuser, mais de choisir la mémoire et la dignité. C'est une démarche de reconnaissance, pas de vengeance. Et là, voilà la fracture, mise à nu. D'un côté, 123 pays, principalement du Sud, qui y voient enfin un fondement juridique pour d'éventuelles réparations. Et de l'autre, les puissances occidentales. Les États-Unis ont voté contre sans détour. Et la plupart des pays européens, y compris la France, se sont abstenus. C'est une ligne de faille quasi parfaite qui sépare les anciennes colonies des anciens empires. Bon, maintenant, pour comprendre d'où vient cette division si profonde, il faut remonter le temps. On parle de plus de 500 ans en arrière. Bien avant l'ONU, une autre puissance mondiale a donné sa bénédiction à ce qui allait devenir une industrie de la servitude. Un simple document qui a changé la face du monde. Le voilà, le document qui est un peu le point de départ de tout. C'est une bulle papale. Son nom, Romanus Pontifex. Date 1454. Il faut bien comprendre ce que c'est, une bulle papale à cette époque. C'est un décret officiel du pape et ça a force de loi internationale pour toute l'Europe chrétienne. Ça a l'air d'un vieux parchemin, mais ce texte a été le socle juridique et moral de siècles de domination. Et voilà la phrase clé, le passage qui fait froid dans le dos. Cette bulle donnait aux puissances européennes, et notamment au Portugal, le droit d'attaquer, de conquérir, de vaincre les peuples non chrétiens et, encore plus fou, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle. C'était ni plus ni moins une autorisation divine pour l'esclavage. Il faut vraiment se remettre dans le contexte du XVe siècle. L'Église catholique, c'est l'autorité morale suprême en Europe. Donc ce document, ce n'est pas juste un avis. C'est la plus haute justification, à la fois légale et morale, qu'on pouvait imaginer pour aller coloniser et asservir d'autres peuples. En gros, ce texte a rendu un système d'oppression non seulement légal, mais juste aux yeux de l'époque. Maintenant, voyons comment ce bout de papier a pu se transformer en un système mondial dévastateur. Parce qu'une autorisation, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on passe de ça à un système qui a duré des siècles et qui a littéralement sculpté le monde dans lequel on vit aujourd'hui? En fait, cette bulle de 1454 a ouvert les vannes. D'autres ont suivi. Il y en a même une qui a carrément partagé le nouveau monde entre l'Espagne et le Portugal, comme si on coupait un gâteau. Ces textes ont donné une légitimité à la conquête des Amériques et au pillage des peuples autochtones. Et quand cette main-d'œuvre a été décimée, les colons se sont tournés vers l'Afrique pour la remplacer. C'est ça qui a déclenché la traite transatlantique à une échelle industrielle. Et si on a tendance à penser que tout ça, c'est de l'histoire ancienne, qu'on a tourné la page, il faut s'arrêter sur ce chiffre. Plus de 500 000. C'est le nombre estimé, aujourd'hui, d'enfants en situation d'esclavage ou de travail forcé, rien qu'en Afrique de l'Ouest et en Haïti. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'héritage direct et brutal de ce système mis en place il y a des siècles. La machine, elle continue de broyer des vies. Mais la destruction n'a pas été que physique ou économique. L'impact a été bien plus profond. Il y a un terme pour ça que les chercheurs utilisent, l'épistémicide. Ça veut dire quoi? C'est l'effacement systématique des savoirs, des langues, des cultures, des peuples colonisés. Le but n'était pas seulement de dominer les corps, mais aussi les esprits, en imposant une seule et unique vision du monde. Face à cette tentative d'effacement, il y a toujours eu une résistance, évidemment.
La lutte pour faire reconnaître ce crime et ses conséquences, elle n'a pas démarré avec le récent vote à l'ONU. C'est un combat de très très longue haleine pour briser un silence historique. D'ailleurs, ce mouvement a pris de plus en plus d'ampleur ces dernières décennies. En 1993, l'UNESCO lance son projet La route de l'esclave. En 2001, moment historique en France avec le vote de la loi Taubira. Et puis en 2014, les nations des Caraïbes qui mettent sur la table un plan très concret en 10 points. Chaque étape a préparé la suivante, pour arriver finalement jusqu'à ce vote à l'ONU. Arrêtons-nous une seconde sur cette loi Taubira, parce que c'est un point absolument crucial. Même si elle a été pionnière, elle a posé un cadre très précis. La réparation doit être mémorielle et symbolique. Le texte a volontairement laissé de côté toute dimension juridique ou financière, et c'est justement cette distinction qui est au cœur de tout le débat d'aujourd'hui. Et oui, cette distinction entre symbolique d'un côté et légale et financière de l'autre, elle nous ramène pile au centre du champ de bataille actuel. D'un côté, ceux qui pensent qu'une reconnaissance mémorielle suffit, et de l'autre, ceux qui exigent une réparation qui s'attaque aux racines du problème, une réparation systémique. Donc, pour résumer les positions, c'est assez clair. Le Sud global demande des réparations concrètes, légales et financières pour compenser un impact économique qui se fait encore sentir. Les États-Unis, eux, rejettent totalement cette idée d'une base légale. Pourquoi? Parce qu'accepter ça créerait un précédent qui ouvrirait une véritable boîte de Pandore juridique et financière. Et l'Europe, dans la lignée de la France, reconnaît le crime historique, oui, mais veut que la réparation reste dans le domaine du symbole. Autant dire qu'on est dans un dialogue de sourds. Le silence est rompu, l'histoire est reconnue. Mais ça ouvre une question encore plus difficile. Maintenant que les faits sont établis, ça veut dire quoi une vraie réparation? Est-ce que c'est un acte de mémoire, une compensation financière, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin, jusqu'à repenser l'ordre mondial actuel? C'est le débat qui, en réalité, ne fait que commencer.